Vous connaissez ce nœud au ventre avant même qu'il ne se passe quoi que ce soit, cette tension qui monte sans raison apparente, comme si le corps sonnait l'alarme en avance. L'anxiété peut épuiser, gêner le sommeil, brouiller l'attention, et pourtant, elle tente souvent de nous protéger. Aujourd'hui, nous allons décoder ce signal. Comprendre ce que l'anxiété cherche à éviter, ce qu'elle tente de contrôler, peut déjà apaiser. Restez avec moi, nous allons explorer des clés puissantes et concrètes. Bienvenue sur Comprendre les émotions. Dans cet épisode du cours de biodécodage, nous allons explorer la signification émotionnelle de anxiété. Que signifie anxiété du point de vue des émotions? Quelles émotions refoulées se manifestent dans anxiété selon le biodécodage? Et enfin, nous parlerons des causes émotionnelles qui pourraient y contribuer. Sur le plan médical, l'anxiété désigne un état d'alerte interne durable, avec symptômes possibles comme palpitations, souffle court, rumination, sensation de danger imminent. Cet état peut aller de formes légères transitoires à des troubles plus invalidants. Il existe des prises en charge efficaces, de la psychothérapie aux approches corporelles, et il est important de demander de l'aide quand les symptômes prennent trop de place en biodécodage. On s'intéresse au sens émotionnel du symptôme. L'anxiété est souvent comprise comme une stratégie de survie. Le corps se prépare, anticipe, cherche à ne pas revivre un choc. Derrière l'agitation, on retrouve fréquemment des peurs de perte, de séparation, d'échec, d'humiliation ou une insécurité territoriale. Le message n'est pas que l'anxiété est une erreur, mais qu'elle indique un besoin de sécurité, de repère, de pouvoir d'action. Ce changement de regard aide à redevenir allié de son propre corps. Approchons maintenant la vision de Christian Flech. Son cadre insiste sur le sens biologique du symptôme. Le corps exprime, par un programme adaptatif, un conflit émotionnel précis. Dans l'anxiété, selon les principes de Christian Flech, on observe souvent un conflit d'anticipation, une peur diffuse d'un danger non localisé, ou un conflit d'impuissance à agir. Le système nerveux se met en hypervigilance pour augmenter les chances de survie. Le symptôme a donc une logique, celle de se tenir prêt. Une première piste consiste à retrouver le moment déclencheur le plus récent, celui où l'intensité a commencé à monter. On cherche le contexte, la scène, les mots qui ont touché, la sensation dans le corps. Nommer précisément la scène ancre le conflit. Une deuxième piste, typique de son approche, est d'identifier le besoin biologique non nourri. Besoin de sécurité, de proximité, de limites claires, de temps, de prévisibilité, puis de créer dans le présent une microsatisfaction concrète. Par exemple, ritualiser un sas de sécurité en rentrant chez soi, clarifier une frontière dans une relation, planifier un petit pas réalisable plutôt que tout le projet. Une troisième piste est somatique. Selon cette logique, le conflit se vit dans des tissus et des rythmes. On peut inviter le corps à terminer ce qu'il n'a pas pu finir. Laisser venir l'élan d'action qui a été inhibé, même de façon symbolique et douce. Mimer un mouvement d'autoprotection, pousser une porte imaginaire, dire un nom à voix basse pour réhabiliter la puissance d'agir. Ce sont des gestes simples qui redonnent à l'organisme la sensation qu'il peut influencer son environnement. En filigrane, l'anxiété perd de sa nécessité. Tournons-nous vers Henrik Corbera et la bioneuroémotion. Son cadre met l'accent sur la perception, les croyances, la cohérence interne et l'influence transgénérationnelle. L'anxiété, dans cette perspective, naît d'une interprétation du monde où l'incertitude est synonyme de danger et de perte de contrôle. Ce n'est pas l'événement seul qui nous affecte, mais le sens que nous lui donnons. Selon les principes d'Henrik Corbera, on travaille d'abord sur la prise de responsabilité émotionnelle, sans culpabilisation. Je reconnais que ma perception colore ma réaction, et cela me rend libre de la transformer. Une première avenue est l'audit des croyances. Que dois-tu croire pour que cette situation te semble si menaçante? Croire que demander de l'aide entraîne un rejet, que se tromper détruit une relation, que l'imprévu est ingérable. En relevant ces postulats, on peut les confronter à l'expérience, les nuancer, puis créer des croyances plus aidantes, comme je peux apprendre en avançant, ou je peux traverser l'imprévu pas à pas. Une deuxième avenue est le travail transgénérationnel. On explore les récits familiaux, les drames encore chargés, les peurs héritées, guerre, faillite, exil, deuil silencieux.
L'angoisse peut parfois être une loyauté à ceux qui ont vécu l'insécurité. Des pratiques simples, comme écrire une lettre de gratitude et de permission aux ancêtres, aident à honorer l'histoire et à cesser de la répéter. Une troisième avenue est la cohérence entre pensée, émotion et action. L'anxiété s'amplifie quand je pense une chose, en ressène une autre et fait l'inverse. Clarifier une intention quotidienne, sentir l'émotion associée, poser un geste aligné, même très petit, restaure l'ordre intérieur. Enfin, la présence au présent. Ramener l'attention du futur hypothétique vers ce qui est là, par la respiration, une phrase d'ancrage, une attention au corps. Changer la perception, même légèrement, suffit souvent à modifier la réaction. Venons-en à Salomon Selam, clinicien des mémoires et des dynamiques relationnelles. Il observe les scénarios répétitifs, les loyautés invisibles, les places assignées dans le système familial. Selon ces principes, l'anxiété peut être la trace d'une alarme ancienne qui n'a jamais été éteinte. Cela peut venir d'épisodes de grossesse marqués par la peur, de deuil non reconnu, d'un sentiment d'être l'enfant de remplacement, ou d'un pacte implicite qui oblige à veiller pour tout le monde. Il insiste sur l'enquête chronologique, la datation des premières manifestations, puis la recherche des échos familiaux. Une première piste est clinique et relationnelle. On déplie la période de vie où l'anxiété s'est installée, on observe les figures autour de soi, les injonctions explicites ou silencieuses. Souvent, l'anxiété est une suradaptation pour garder l'amour ou la place, en scannant l'environnement pour prévenir la déception d'un parent, d'un partenaire, d'un groupe. Nommer le contrat relationnel aide à s'en libérer. Une deuxième piste est mémorielle et symbolique. Quand un deuil ou une rupture n'a pas été métabolisé, l'organisme reste en veille. Des rituels de clôture, une visite à un lieu, un objet symbolique, une parole adressée à une personne absente, peuvent permettre de refermer le cycle. Ce n'est pas de la magie, c'est un acte de reconnaissance et de séparation saine. Une troisième piste est la réattribution de rôle. Si l'on s'est construit en tant que gardien, enfant soutien, médiateur permanent, l'anxiété devient structurelle, on peut réécrire la scène interne. Se rendre le rôle d'enfant, rendre aux adultes ce qui ne nous appartient pas, redéfinir ses responsabilités actuelles. Le corps se détend quand le rôle est juste. Enfin, Selam insiste sur la répétition de schémas. Si l'on repère que l'alerte s'allume toujours face au même type de personne ou de contexte, on construit un protocole relationnel clair. Préparer une phrase d'ouverture, délimiter le temps, expliciter ses besoins. L'incertitude diminue quand le lien devient prévisible. Que retenir et comment intégrer tout cela? D'un côté, le sens biologique de Flech nous rappelle que l'anxiété est une tentative d'être prêt. Elle parle de besoin d'action et de sécurité. De l'autre, Corbera souligne que la perception et les croyances peuvent amplifier ou apaiser cette alarme, et que l'on peut changer de regard. Enfin, Selam nous montre que des mémoires et des rôles relationnels peuvent entretenir la veille en continu, et qu'il est possible de rendre à chacun sa part d'histoire. En pratique, je vous propose une routine simple. Le matin, 2 minutes pour sentir comment va le corps, nommer une sensation, puis choisir un geste d'alignement très concret pour la journée. Le midi, un court point de cohérence, je regarde si ce que je fais sert vraiment mon intention du jour, et j'ajuste d'un demi-cran plutôt que de tout bouleverser. Le soir, un mini rituel de clôture, je remercie ce qui m'a protégé, je dépose ce qui ne m'appartient pas, je prépare une phrase ou un premier pas pour ce qui me préoccupe. Ajoutez à cela une petite enquête hebdomadaire. Quelle a été la scène qui a le plus nourri mon anxiété? Quel besoin légitime cherchait à s'exprimer? Quelle croyance l'a amplifié? Quel petit acte relationnel peut sécuriser mon cadre la semaine prochaine? Pas besoin de viser la perfection. L'objectif est de créer de la prévisibilité, de la permission et du mouvement. Dernier mot. Si votre anxiété est intense, envahissante ou s'accompagne d'idées sombres, faites-vous accompagner par un professionnel. Les approches que nous avons vues ne s'opposent pas à la médecine ou à la psychothérapie. Elles offrent des portes d'entrée complémentaires pour comprendre le message de votre corps et apaiser pas à pas votre système. Partagez en commentaire la croyance ou la scène qui nourrit le plus votre anxiété et la petite action que vous choisissez pour cette semaine. Abonnez-vous si ces clés vous aident
et envoyer cette vidéo à quelqu'un qui en aurait besoin.